L'aube arriva doucement sur le parc de Marrakech ce matin-là, non pas dans une explosion de couleurs, mais avec une douceur fragile, comme si la nuit répugnait à lâcher prise. Une mince bande d'or pâle s'étirait le long de l'horizon, repoussant lentement les dernières étoiles. Le brouillard s'accrochait bas dans les vallées, entre les collines, formant des mares dans les creux, comme une respiration encore retenue. L'air sentait la pierre froide, l'herbe humide, et le souvenir fumé d'un lointain orage qui avait grondé sur la réserve pendant la nuit. À l'orée du camp principal, un homme âgé était assis seul, sur le marchepied arrière du poste des Rangers, les doigts serrés autour d'un mug émaillé, regardant la lumière changer. Il s'appelait Élie Van de Car, mais presque tout le monde l'appelait simplement Élie. À 65 ans, le corps d'Élie portait les petites plaintes discrètes d'une vie passée dehors. Une raideur dans le bas du dos quand il se levait, des genoux qui grinçaient les matins froids, de fines cicatrices blanches sur les avant-bras, souvenir des épineux et des vieux barbelés. Ses cheveux, autrefois épais et châtains décolorés par le soleil, s'étaient éclaircis et avaient en pris la couleur de la cendre. Une barbe courte et soignée encadrait une bouche qui ne souriait plus autant qu'avant. Mais ses yeux restaient clairs, un bleu pâle et stable qui gardait la lumière des grands ciels et des longues veillées à observer les animaux traverser le crépuscule. Élie était à Marrakech depuis plus de 30 ans. En ce laps de temps, des mariages étaient venus et repartis, des amis avaient déménagé, les radios, les véhicules et les uniformes avaient changé. Mais la seule constante dans sa vie restait le rythme lent et puissant de la terre elle-même. Il connaissait la réserve comme certains connaissent les vieilles villes, chaque courbe des pistes en terre, chaque mare saisonnière qui apparaissait après les grosses pluies et disparaissait avant la fin de l'hiver, chaque termitière dressée comme un monument à la patience industrieuse. Mais par-dessus tout, il connaissait les éléphants. C'était son espèce d'ancrage, comme il disait, ceux vers lesquels son cœur revenait toujours, peu importe le nombre de rugissements de lions ou d'apparitions fantomatiques de léopards dans la lumière des torches. Il avait passé des années à observer les matriarches guider leurs familles sur des chemins invisibles, transmis de génération en génération, à regarder les éléphanteaux apprendre à se servir de leurs trompes, comme de mains maladroites, à contempler de vieux mâles solitaires, sous les acacias épineux en pleine chaleur, oscillant doucement, perdus dans quelques pensées profondes et anciennes. Il avait pleuré sur des éléphants aussi, des larmes de colère quand les braconniers prenaient leur défense, des larmes de chagrin quand des matriarches connus depuis longtemps s'allongeaient enfin et ne se relevaient plus. Ce sont les éléphants qui lui avaient appris que la mémoire dans la nature n'était pas une invention humaine, mais quelque chose qui vivait dans le muscle et l'os, la façon dont un troupeau s'arrêtait à l'endroit où une parente était morte des années plus tôt, ou celle dont une vieille femelle posait sa trompe sur le crâne d'une compagne disparue depuis longtemps, comme pour veiller sur des os qui signifiaient encore quelque chose. Élie posa son mug et ferma les yeux un instant, respirant l'air frais du matin. Le camp était silencieux derrière lui. Les jeunes Rangers dormaient encore ou s'éveillaient à peine. Quelque part au loin, un chacal lança un appel, un son fin et solitaire qui s'éteignit vite dans le silence. Puis, faible et distant, un autre bruit. Un grondement sourd traversa la terre, profond et riche, comme un tonnerre qui aurait avalé des mots. Des éléphants. Il tourna légèrement la tête, écoutant plus fort. Un nouveau grondement, puis un barrissement plus aigu, plus strident, plein d'agitation. Quelque chose n'allait pas.
Il se leva lentement, sentant ses genoux protester, et entra dans le poste. La radio trônait sur le bureau encombré, entouré de guides de terrain usés et d'une pile de carnets abîmés remplis de son écriture irrégulière. Il prit le combiné et appela doucement l'équipe de patrouille matinale déjà dehors pour vérifier la clôture nord. Leur réponse crépita dans un brouillard de parasites, voix fine et encore ensommeillée. Ils n'avaient rien entendu d'anormal. Aucun véhicule sur la piste d'accès, aucun coup de feu dans la nuit. Juste le vent et le roulement lointain d'un orage qui s'éloignait les fronça légèrement les sourcils. Les éléphants ne produisaient pas ce genre de chœur, agité sans raison grave, ou sans qu'un individu soit en difficulté. Il sentit ce petit tiraillement familier dans la poitrine qui signifiait qu'il n'irait pas se recoucher. Quelques minutes plus tard, il était dans le vieux Land Cruiser, peinture écaillée et rayée. Tableau de bord orné d'une unique photo usée accrochée au pare-soleil. Un Ellie beaucoup plus jeune, à côté d'une immense éléphante, la main posée légèrement sur sa patte, pendant qu'une vétérinaire travaillait près de son épaule. Elle s'appelait Salima, une vieille matriarque qu'ils avaient autrefois sauvée d'une blessure à la lance infectée. Elle n'était plus là, enterrée quelque part dans le bush sous la terre, et l'herbe qu'elle avait foulée toute sa vie. Mais il gardait encore sa photo près de lui. Elle lui rappelait pourquoi il remontait dans le véhicule chaque jour, même quand ses os le faisaient souffrir, et que son cœur était trop lourd de perte. Il vérifia le matériel à l'arrière, cordes, bâches, trousse médicale de base, taille longue perche pour appliquer parfois les traitements à distance plus sûre, un sac avec des poches de sérum physiologique et quelques instruments, au cas où la vétérinaire aurait besoin de mains supplémentaires. La vétérinaire, le docteur Sarah Ndouma, habitait une petite maison non loin du camp principal. Elle viendrait s'il appelait. Mais d'abord, il fallait voir. Le soleil venait juste de montrer son bord éclatant au-dessus des collines, quand Ellie franchit la grille principale, les pneus sifflant doucement sur la terre humide. Il se dirigea vers la vallée ouest, où un grand troupeau familial se nourrissait depuis quelques semaines, attiré par un groupe de points d'eau qui conservaient encore des mares profondes, malgré la saison sèche avancée. Les grondements devinrent plus nets à mesure qu'il approchait, pas les vibrations basses et satisfaites d'un troupeau qui se nourrit, mais des rafales courtes et tendues, mêlées de barrissements perçants qui lui donnaient la chair de poule. Il ralentit, coupa presque le bruit du moteur, puis l'éteignit complètement, laissant le véhicule glisser les derniers mètres, quand il s'arrêta sur la crête d'une petite éminence et regarda en bas dans la vallée. Il retint son souffle. Les éléphants étaient rassemblés d'un seul côté d'une mare peu profonde, non pas dispersés et détendus comme à l'ordinaire, mais serrés les uns contre les autres, formant un cercle lâche et protecteur. Plusieurs jeunes femelles marchaient nerveusement sur les bords du groupe. 2 adolescents mâles frappèrent le sol et balancèrent la tête, trompe levée, pour humer l'air en quête de menaces. Il y avait aussi des éléphantaux, collés aux pattes de leur mère, trompes tendues pour toucher ventres et queues, yeux écarquillés d'inquiétude. Et au centre de tout cela, à moitié effondrée sur le flanc près du bord de l'eau, gisait une grande femelle dans une détresse évidente. Elle respirait difficilement, sa énorme cage thoracique se soulevant et s'abaissant en allaitement laborieux. Sa trompe se recroquevillait parfois et se détendait, traçant des motifs dans la boue. De temps à autre, tout son corps tremblait sous une forte contraction. Ellie serra le volant plus fort, une femelle en train de mettre bas. Ici, en plein découvert, au lieu de s'être retirée dans un fourré calme,
ou un bosquet abrité comme elle le faisait d'habitude. Cela signifiait que quelque chose clochait sérieusement. Il prit ses jumelles et fit le point sur l'arrière-train. La vue lui noua l'estomac. Il y avait du sang, plus qu'il n'aimait en voir, et autre chose, un gonflement, et une zone déchirée le long d'une patte arrière, gravement écorchée et luisante d'une matière sombre et collante dans la lumière matinale. Elle était blessée, peut-être en tombant, peut-être en paniquant et en heurtant une termitière ou un rocher tranchant quand les contractions l'avaient surprise près de l'eau. La pire hypothèse lui traversa l'esprit. Un collet de braconnier qui avait affaibli sa patte avant même le début du travail. Quand il ajusta la mise au point, il vit que la peau autour de la jambe portait de légères marques en creux, comme d'anciennes traces de strangulation. Sa mâchoire se crispa. Il reconnut la femelle. Elle faisait partie de la lignée de Salima, il en était presque sûr. Pas une des plus anciennes matriarches, mais un membre solide et fiable du troupeau depuis des années. Il l'avait vue le mois précédent, sur une pente au coucher du soleil, silhouette découpée contre le ciel, avec cette rondeur massive et révélatrice du ventre qui l'avait fait sourire. Elle avait déjà eu un éléphanteau, une petite femelle espiègle qui aimait s'approcher, en douce du poste d'observation des oiseaux, et secouer exprès les roseaux pour effrayer les hérons au repos. L'idée de cette petite éléphante pleine de vie, sans sa mère, lui serra le cœur. Il prit la radio. « Base, ici, Ellie », dit-il calmement. « J'ai localisé le troupeau, une femelle adulte en grande détresse, semble en travail avec complication. Possible ancienne blessure par collet. J'ai besoin de Sarah ici avec tout le matériel, et peut-être un second véhicule pour bloquer la piste si elle s'agite. » La réponse fut rapide. « Reçu, Ellie. C'est le troupeau de l'Ouest ?»« Oui, dit-il. Je crois que c'est Thérèse, celle qui a l'encoche à l'oreille droite. » Un silence. La voix à l'autre bout baissa d'un ton, plus douce. Il connaissait aussi cette femelle. « On envoie Sarah, répondit-on. 20 minutes. 20 minutes. » Ellie baissa la radio et regarda la vallée. 20 minutes, ce n'était pas long à l'échelle humaine. Mais dans le monde d'un animal en difficulté, cela pouvait être le temps où tout basculait, vers la vie ou vers la perte. Le troupeau était déjà nerveux. Tandis qu'il observait, une des jeunes femelles leva la tête et aperçut le véhicule sur la crête. Elle se figea une seconde, puis déploya grand ses oreilles et barra de colère. Plusieurs têtes se tournèrent, des trompes se levèrent. Ellie sentit l'adrénaline familière. Il pouvait démarrer, reculer lentement, attendre que la vétérinaire arrive et qu'ils s'approchent ensemble. Ce serait le choix sûr et raisonnable, mais en regardant à nouveau Thérèse, allongée sur le flanc près de l'eau, son corps secoué de contractions, qui ne semblait rapprocher en rien l'éléphanteau du monde, il sut avec une certitude tranquille qu'il ne pouvait pas simplement rester là. La connaissance ne vint pas comme un éclair de courage, mais comme une compréhension lasse et solide. J'ai passé trop de temps ici pour regarder depuis la colline. Il descendit du véhicule. Tous ses instincts lui criaient de rester derrière l'acier, mais il avait appris que l'instinct et la sagesse ne coïncidaient pas toujours. Il garda ses gestes lents, délibérés, presque cérémoniels. Il se fit petit, épaules relâchées, bras pendants. Il ne marcha pas droit vers le troupeau, mais décrivit une courbe, se dirigeant vers le bord, où l'éléphante la plus proche l'observait. Yeux écarquillés, oreilles déployées, elle barra à nouveau, plus court cette fois, plus interrogatif que menaçant. Ellie s'arrêta à une quarantaine de mètres et resta simplement là. Le troupeau s'agita. Un des adolescents,
fit quelques pas martelés dans sa direction, tête haute, oreilles écartées, bravade évidente. Ellie ne bougea pas. Il les laissa s'habituer à sa silhouette solitaire au bord de leur crise. Il connaissait ces éléphants. Il le connaissait. Au fil des ans, il avait été une silhouette immobile au bord des points d'eau, au détour des pistes poussiéreuses, aux clôtures où le monde extérieur pressait. Il ne les avait jamais poursuivis, jamais criés, jamais lancé de pierres. Il avait, plus souvent qu'il ne pouvait compter, tourné son véhicule pour qu'une matriarche nerveuse puisse faire passer sa famille avec tout l'espace nécessaire. Il avait une fois dormi 2 nuits dans son camion, au bord d'une route, parce qu'un jeune mâle insistait pour rester planté au milieu, hébété après une défaite. Il avait attendu que le mâle décide de lui-même de bouger. Les animaux se souvenaient de cela, pas comme les humains se souviennent des dates et des noms, mais dans quelque chose de plus profond, presque un sentiment stocké, à présent, debout, au bord de la vallée. Ces années accumulées jouaient en sa faveur. Une des plus vieilles femelles, il reconnut la courbe de son dos. La défense, légèrement tordue, fit un pas vers lui. Elle gronda, une vibration profonde qu'il sentit plus dans sa poitrine que dans ses oreilles. Les autres se figèrent, écoutant. Puis, lentement, elle tourna la tête vers Thérèse. Sa trompe s'étira dans la direction de la femelle, en difficulté, puis revint vers Ellie. Cela ressembla, de façon impossible, à un geste, là-bas, puis ici, puis là encore, reliant la douleur à l'aide possible. Il déglutit difficilement. « D'accord, murmura-t-il, je t'écoute. » Quand il se remit à marcher, ce fut en large arc, veillant à ne jamais avancer directement sur un éléphant. Le troupeau se resserra autour de lui, créant un couloir vivant qu'ils n'avaient osé espérer. Ils ne l'ouvrirent pas complètement. Ils gardèrent leurs petits, derrière leurs pattes, leurs flancs, à demi tournés dans un message clair. « Nous te surveillons. » Mais ils le laissèrent approcher du cœur de leur cercle. Quand il atteignit Thérèse, il tremblait. Un peu de peur, un peu d'âge. Surtout, comprit-il, la proximité écrasante de tant de vie concentrée sur un seul instant. Thérèse gisait à moitié sur le flanc, à moitié sur la poitrine, pattes avant, repliées maladroitement sous elle. Elle était immense, même dans la souffrance, son corps massif luisant de sueur, de poussière, et de traîner debout. Ses yeux roulèrent vers lui, quand il s'approcha, sombres et humides, longs cils collés d'humidité. Sa trompe se leva faiblement, plana dans l'air, puis retomba avec un soupir las. « Eh, ma grande, » murmura Ellie, la voix à peine plus qu'un souffle, « c'est moi, c'est Ellie. » Il ne savait pas pourquoi il se présentait toujours ainsi aux animaux. Il ne comprenait pas les syllabes, mais il comprenait le ton. Il comprenait l'intention. Il contourna prudemment vers l'arrière, gardant un œil sur les femelles, les plus proches qui le fixaient d'un regard rigide qui lui picotait la peau. De près, la situation était encore plus grave. L'éléphanteau était à moitié sorti, une bosse et une forme sombre et luisante, visible là où la vie aurait dû jaillir dans un flot de liquide et de mouvement. Au lieu de cela, tout semblait bloqué, coincé à mi-chemin, les muscles de Thérèse poussant sans relâche contre un obstacle qui ne cédait pas. La peau le long de son flanc était striée d'éraflures fraîches, comme si elle était tombée violemment sur des rochers ou un tronc brisé. Quand il effleura une des entailles peu profondes, près de l'épaule, elle tressaillit et gronda, un son qui vibra dans sa main. Il recula, la culpabilité le transperçant d'avoir ajouté une sensation à la tempête de douleur déjà écrasante. Il avait besoin de Sarah. Il avait besoin de vraies mains, de médicaments, d'outils. Mais l'aide la plus proche
était encore à plusieurs minutes, et Ellie voyait, avec cette terrible clarté que l'âge et l'expérience apportent, que les forces de Thérèse s'épuisaient vite. Il recula et prit la radio, gardant la voix calme. « Sarah, c'est Ellie. Je suis avec le troupeau. Je suis entré dans le cercle. La femelle est en très grande détresse. L'éléphanteau est coincé à moitié. Il me faudra tes mains dès que tu arrives, et apporte l'ocytocine et les longs gants. On va peut-être devoir repositionner. Tu es entré dans le troupeau ?» La voix de Sarah craqua, incrédule. « Ellie, est-ce que tu… » Il n'y avait pas le temps de discuter, coupa-t-il doucement. Ils m'ont laissé entrer. Pour l'instant, en tout cas. Un silence. Il l'imagina presque se forcer à respirer. « On arrive sur la piste ouest, » dit-elle. 10 minutes, peut-être moins. « Bien, » souffla-t-il. « Viens directement à mes coordonnées. » Il coupa la radio et s'accroupit près de la tête de Thérèse, lui parlant à voix basse et régulière. « Elles arrivent, » dit-il. « Celles qui ont les médicaments, tu te souviens ? Leur odeur, leur façon de parler doucement. On ne va pas te laisser faire ça toute seule. » Son œil roula vers lui, brillant. Un instant, il crut y voir quelque chose comme de la reconnaissance. Pas de lui, précisément. Peut-être, mais du schéma, des humains qui arrivent quand quelque chose ne va pas, qui restent prêts, qui touchent, puis laissent les éléphants un peu mieux, ou du moins plus seuls. Comme en réponse, elle laissa échapper un long grondement tremblant qui fit vibrer le sol sous ses bottes. Les autres éléphants répondirent. L'air vibra, des vibrations superposées qui l'enveloppèrent, le traversèrent, un son qui était à la fois chagrin, encouragement et quelque chose pour quoi il n'avait pas de mots. Quand Sarah arriva dans le pick-up blanc de vétérinaire, la vue d'un second véhicule au bord de la vallée fit courir une nouvelle tension dans le troupeau. Plusieurs femelles tournèrent la tête, oreilles déployées. Ellie se leva et leva un bras, signalant au nouveau véhicule de ralentir, de s'arrêter loin du cercle. Le pick-up s'immobilisa. Un instant, le moteur tourna au ralenti, puis se tut. Le silence, soudain, fut comme une respiration retenue. Sarah descendit, cheveux noirs, attachés, en tresses désordonnées, visage rougi par la concentration. Elle passa un sac de matériel sur l'épaule et emporta un second, plus petit, à la main. Ses yeux croisèrent ceux d'Ellie, à distance. Ils échangèrent une évaluation rapide et muette. « C'est grave, c'est délicat. On fera de notre mieux. » Elle s'approcha avec la même prudence qu'Ellie. Geste lent, silhouette non menaçante. Les éléphants l'observaient, trompe levée, humant son odeur, chimique, antiseptique, chargée d'adrénaline. Quand elle atteignit le bord du cercle, elle s'arrêta et attendit. Une des vieilles femelles s'avança, tête haute. Sa trompe s'étira vers Sarah, flottant à quelques centimètres de sa poitrine. Ellie vit la gorge de Sarah se serrer, mais elle resta immobile, laissant la trompe la balayer doucement, sentir le contact humide et rugueux de la peau sensible contre son chemise. Après un long reniflement scrutateur, la femelle gronda, un son bas qui semblait une décision. Elle s'écarta, juste assez. Sarah se glissa dans l'ouverture et rejoignit Ellie auprès de Thérèse, de près. Ce fut tout à faire. Sa voix tomba dans ce ton calme et autoritaire qu'Ellie avait appris à reconnaître, celui qui semblait créer une bulle de concentration autour d'eux. Ils parlèrent à voix basse, rapidement. Présentation, position, possibilité d'intervenir mannement, risque de déchirer quelque chose d'irrécupérable. Le temps qu'il restait, avant que Thérèse n'ait plus rien à donner. Ils sedatèrent légèrement la femelle pour émousser le pire de la douleur sans la faire tomber complètement. Les éléphants restaient dangereux même dans l'agonie.
et une chute inconsciente pouvait écraser l'éléphanteau même qu'on essayait de sauver. Sarah enfila de longs gants jusqu'à l'épaule et parla doucement à la grande femelle tout en travaillant, son bras disparaissant dans le canal de Misbah, tandis qu'elle essayait de sentir ce qui bloquait l'éléphanteau. Élie tint le sac de sérum comme elle le lui avait demandé, debout près de l'épaule de Thérèse, une main posée légèrement sur la peau ridée quand il osait. Le souffle de Thérèse passait sur lui en bouffées chaudes et humides. Le troupeau se resserra encore, formant un mur vivant. Élie sentait leur présence dans son dos. Il n'osait pas regarder derrière lui. Il se contentait de faire confiance. Il tiendrait la ligne, sans l'écraser, pour être resté à l'intérieur. Le temps s'étira et se comprima à la fois. Le visage de Sarah luisait de sueur. Son front se plissait de concentration, tandis qu'elle marmonnait des observations. Une patte légèrement tournée, la tête un peu trop haute, besoin de tourner, juste assez pour que tout s'aligne comme il se doit. Elle guida, pressa, tourna, cajola un corps qui ne comprenait pas les instructions, mais dont les muscles écoutaient quand même. Thérèse trembla, frissonna, poussa, ensemble, vétérinaire, rangée et mère. Ils luttèrent avec l'antique danse de la naissance, essayant de la remettre sur les rails. Quand l'éléphanteau finit par glisser dehors, ce fut dans un jaillissement aussi soudain qu'infiniment retardé. L'instant d'avant, il n'y avait que tension, sueur, sang et dents serrées. L'instant d'après, une forme luisante et lourde tomba sur le sol boueux avec un bruit mat. L'air se figea. Pendant un battement de cœur, personne ne bougea. L'éléphanteau gisait immobile, flancs à peine soulevés. Sa trompe pendait mollement, ses pattes repliées bizarrement sous lui. Il paraissait minuscule contre l'immense masse de sa mère, mais en termes humains, il était déjà plus grand qu'aucune créature qu'Élie ait jamais portée dans ses bras. Sarah fut la première à bouger. Elle tomba à genoux, main rapide, dégageant le liquide de la trompe et de la bouche du nouveau-né. « Allez » murmura-t-elle, frottant vigoureusement les côtes de l'éléphanteau pour stimuler ses poumons. « Allez, petit, tu n'as pas le droit d'abandonner, pas après tout ça. » Thérèse laissa alors échapper un son, un barrissement profond et déchirant qui fit vibrer les os d'Élie. Ce n'était pas le barrissement de panique, mais quelque chose de plus brut, de plus ancien, la voix de toutes les mères qui ont un instant suspendu entre espoir et perte trop grande pour être nommées. Le troupeau répondit instantanément. La vallée trembla de grondements. Les éléphants se pressèrent encore, trompes tendues, l'air vibrant de leur urgence partagée. Élie sentit les larmes lui monter aux yeux avant même de réaliser qu'il pleurait. Il les chassa d'un battement de paupières, concentré sur l'éléphanteau. « Allez, pensa-t-il, farouchement, tu es allé si loin, ne t'arrête pas maintenant. » Pendant un horrible moment suspendu, rien ne changea. Puis, dans un hoquet tremblant, la poitrine de l'éléphanteau se souleva plus fort. Ses petits yeux encore clos se fermèrent davantage. Sa trompe tressaillit. Une nouvelle respiration, puis une autre. Un barrissement fin et aigu jaillit de sa bouche, faible et rauque, mais glorieusement vivant. Élie rit, un son à moitié sanglot, à moitié joie. Il regarda Sarah. Son visage était barbouillé de boue et de larmes, mais ses yeux brillaient. Ils reculèrent un peu, laissant de l'espace à Thérèse. La sédation s'estompait. Sa tête se leva, trompe cherchant à tâtons. Quand elle n'effleura le flanc humide de l'éléphanteau, elle gronda, plus doucement cette fois, chargée de soulagement. Lentement, maladroitement,
Elle roula davantage sur la poitrine, puis se hissa sur ses genoux. Ce fut un effort. Ellie voyait trembler ses muscles, mais elle se leva, parce que c'est ce que font les mères quand elles ne peuvent pas se permettre de rester couchées. L'éléphanteau gisait, étalé, pattes glissant dans la boue, tandis que l'instinct le poussait à essayer de se lever, bien avant que son corps, chancelant, ne soit prêt. Il s'écroula, tenta encore, s'écroula une fois de plus. Chaque essai arrachait de petits hoquets aux humains et des gémissements bas aux éléphants qui regardaient après plusieurs tentatives. Il réussit à mettre ses pattes avant sous lui. Les arrières suivirent en imitation tremblante. Un instant, il vacilla comme un jeune arbre dans la tempête, manqua de s'effondrer avant de trouver un équilibre fragile. Il resta là, tremblant, tête pendante, comme si l'acte même d'exister hors de l'obscurité chaude qu'il avait connue jusqu'à présent était plus qu'il n'avait prévu. Tout le monde, humains, éléphants, oiseaux invisibles dans les arbres, sembla retenir son souffle. Et puis l'éléphanteau fit ce qui les laissa tous pétrifiés. Il ne se tourna pas d'abord vers le ventre de Thérèse, comme le font d'ordinaire les nouveau-nés, suivant l'appel du lait et du réconfort. Il ne se colla pas aveuglément à la patte la plus proche, en quête d'une odeur familière. Au lieu de cela, il tourna son corps chancelant dans un large arc maladroit et marcha droit vers Ellie. Il n'avait pas bougé. Il n'avait même pas réalisé, jusqu'à cet instant, qu'il était agenouillé si près de l'épaule de Thérèse, le sac de sérum, encore pendant, oublié, à sa main. Les oreilles de l'éléphanteau battaient maladroitement. Sa petite trompe tournoyait en cercles erratiques, tandis qu'il avançait d'un pas traînant, puis d'un autre, directement envers le vieux ranger. Derrière lui, il sentit le troupeau se crisper. Plusieurs trompes se levèrent. Un grondement bas roula comme une question. Que fait-il? Le cœur d'Ellie battait si fort qu'il crut ne plus rien entendre d'autre. Il savait qu'il aurait dû reculer, mettre de la distance entre lui et le nouveau-né, ne pas s'insérer dans les premiers instants cruciaux entre mère et petit. Mais ses muscles ne répondaient plus. Il resta agenouillé, figé, tandis que l'éléphanteau franchissait le dernier mètre. Il s'arrêta juste devant lui. Un instant, il resta là, oscillant doucement, ses yeux encore incapables de faire le point tourné vers le visage d'Ellie. Puis il leva sa petite trompe, un serpentin tremblant de chair tendre, et tendit. Doucement, avec une hésitation qui serra la gorge d'Ellie, l'éléphanteau le toucha. Le bout de la trompe effleura son front, puis glissa, explorant, étalant humidité et odeur de naissance sur sa peau ridée. Il passa à la joue, au nez, aux lèvres, comme pour cartographier ses traits. Enfin, il descendit jusqu'à se poser, sans équivoque, au centre de sa poitrine, juste sur son cœur. Personne ne bougea. Sarah, à mi-chemin d'un mouvement pour vérifier la patte arrière de Thérèse, se figea, yeux écarquillés, mains gantées suspendues en l'air. Le jeune ranger qui avait accompagné Sarah et était resté au bord du troupeau resta bouche bée, radio à moitié levée et oublié. Même les éléphants devinrent étrangement immobiles. Les grondements cessèrent. Il n'y avait plus que la respiration douce et rauque de l'éléphanteau et celle d'Ellie, prise dans sa gorge. Thérèse regardait, yeux grands et sombres, tête inclinée dans ce qui ressemblait à une acceptation perplexe. Les vieilles femelles agitèrent légèrement les oreilles, trompes à moitié baissées, comme si une main invisible avait appuyé sur pause pour eux tous. Pour Ellie, le monde se réduisit au petit poids chaud de cette trompe posée sur son cœur. Il sentait le tremblement de l'éléphanteau dans les minuscules muscles,
La façon dont son toucher hésitant se faisait un peu plus ferme en trouvant son battement. Cela dura ce qui sembla une éternité, mais ne fut sans doute pas plus de 5 longues secondes, juste assez pour que tous, humains et éléphants, sentent quelque chose bouger dans l'air. Puis, avec un petit reniflement aigu, l'éléphanteau vacilla, manqua perdre l'équilibre et se détourna. Sa trompe glissa de la poitrine d'Ellie, laissant une traînée humide sur sa chemise. Il tituba vers le ventre de Thérèse enfin, se cognant à sa patte, puis cherchant maladroitement jusqu'à trouver une mamelle et se mettre à téter. Le charme se rompit. Le troupeau expira, audiblement. Un chœur de grondements bas s'éleva, cette fois épais de soulagement, et d'autre chose, plaisir, fierté, un soupir collectif qui disait « Nous l'avons fait ». Sarah laissa échapper une respiration qu'elle n'avait pas eu conscience de retenir et s'affala sur ses talons dans la boue, riant une fois d'incrédulité. « Est-ce que ça vient vraiment d'arriver ?» murmura le jeune ranger, voix haute et mince. Ellie ne répondit pas. Il fixait encore l'éléphanteau, sa main posée, inconsciemment sur la place de sa poitrine, où la trompe avait reposé, comme s'il craignait que la sensation s'évapore s'il bougeait. Il avait entendu des histoires au fil des ans, des éléphants semblant reconnaître les humains qui les avaient aidés, des femelles revenant vers des rangers après des mois ou des années, avec de douces caresses de trompe et de longs reniflements scrutateurs. Il avait vu des éléphants toucher les tombes de leurs morts, les entendre gronder sur de vieux os. Mais jamais, jamais en 30 ans, il n'avait vu un nouveau-né chercher un humain dans ces premiers instants incertains de la vie. La logique n'avait aucun sens. L'éléphanteau ne l'avait jamais vu, ne l'avait jamais senti avant ce jour. Et pourtant, dans une vallée pleine d'odeurs étranges et de sensations écrasantes, il avait marché vers lui d'abord, avait tendu la trompe, avait trouvé son cœur. Quelque chose en lui se brisa doucement. Pas une grande cassure dramatique, une petite fissure précise dans un mur qu'il n'avait pas réalisé avoir bâti autour de son cœur, au fil des années, avoir plus de morts qu'il n'aimait tant parler. Thérèse finit son premier grand boire d'eau, épuisée, puis reporta toute son attention sur son petit. Elle enroula sa trompe autour de son dos dans une étreinte tendre et maladroite, le tirant plus près. Le bébé couina et vacilla, mais ne protesta pas. Une des vieilles tantes s'approcha, caressant de sa trompe mère et petit, avec une tendresse experte. La crise, pour l'instant, était passée. Il fallut encore 1 heure à Sarah pour finir ses vérifications, s'assurer que les blessures de Thérèse n'étaient pas pires qu'elles n'en avaient l'air, et administrer une dernière dose d'antibiotiques. Ellie resta près d'eux, se déplaçant plus lentement maintenant que l'adrénaline s'était retirée, laissant ses membres lourds et son dos douloureux. Le troupeau les observait, mais la tension aiguë s'était émoussée. Une fois, alors qu'ils passaient, la vieille femelle à la défense tordue tendit sa trompe et effleura sa manche, un contact bref et lourd qui ressemblait beaucoup à une reconnaissance. En milieu de matinée, le soleil avait brûlé la plus grande partie du brouillard. La chaleur s'installa sur la vallée, faisant trembler l'air au-dessus du sol humide. Thérèse et son petit s'étaient déplacés un peu plus haut sur un terrain plus sec, trouvant l'ombre d'un bouquet d'acacias. Le bébé resta un moment couché sur le flanc, pattes frémissant dans le sommeil, puis se releva en chancelant pour téter encore. Plusieurs autres éléphanteaux s'approchèrent, curieux, trompes tendues pour toucher le nouveau venu, avant de reculer devant ses petits barrissements. Enfin, il fut temps pour les humains de partir. Sarah tapa sur l'épaule d'Ellie.
tandis qu'ils revenaient vers les véhicules. « Tu sais, dit-elle doucement, si je raconte à quelqu'un que les bébés éléphants font maintenant des vérifications de chakra du cœur aux Rangers, on va dire qu'on est resté trop longtemps ici. » Ellie laissa échapper un rire bref. « Alors ne le raconte pas, dit-il. Certaines choses peuvent rester entre nous et eux. » Elle hésita. « Tu vas bien ?» Il la regarda vraiment et vit le même épuisement et la même merveille reflétée dans ses yeux. Il hocha lentement la tête. « Je crois. Oui, dit-il. Juste un peu réorganisé. » Cette nuit-là, de retour au camp, l'histoire se répandit quand même, parce que les jeunes rangers avaient des radios, des téléphones, et le besoin de parler des choses qui les secouaient. Ils la racontèrent par bribes excitées. La femelle blessée, la mise bas risquée, la façon dont le troupeau avait laissé Ellie entrer dans leur cercle, la marche étrange et délibérée du bébé vers lui, la trompe posée sur sa poitrine. Ellie les laissa parler. Il ne corrigea pas les petits embellissements qui s'y glissèrent. Dans leur version, le bébé restait parfois une minute entière, la trompe sur son cœur, parfois barrait bruyamment, parfois grondait. Peu importait, le cœur était vrai. Un nouveau-né avait franchi une ligne que peu imaginaient franchissable si tôt dans la vie. Des semaines passèrent. Thérèse guérit lentement mais sûrement. Sa patte resta raide un moment, et les cicatrices des écorchures restèrent comme des lignes pâles et sinueuses sur sa peau épaisse. L'éléphanteau grandit, oreilles battantes, trompe apprenant à être à la fois maladroite et d'une précision stupéfiante. Ellie sortait souvent les voir, pas tous les jours, mais assez. Chaque fois, il gardait ses distances, respectant la frontière invisible redessinée ce matin-là dans la vallée. Il se tenait sur une légère éminence ou restait tranquillement dans son véhicule, jumelle sur les genoux, regardant le petit éléphant apprendre à naviguer son monde. Le comportement de l'éléphanteau resta inhabituel. Elle était attachée à sa mère, oui, comme tous les petits, mais semblait aussi particulièrement consciente des véhicules et des gens à l'intérieur, surtout quand Ellie était là. Plus d'une fois, quand le troupeau était près de la piste et qu'Ellie se garait à distance respectable, le bébé s'écartait du groupe de pattes et marchait vers le véhicule, oreilles battantes, trompe tendue. Il s'arrêtait près du pare-choc, reniflait l'air, puis levait la trompe et touchait doucement le métal, juste là où serait la poitrine d'Ellie, derrière le pare-brise. La première fois, un des autres rangers avait murmuré « Il te cherche ». Ellie avait senti quelque chose se serrer dans sa gorge et n'avait rien dit. Il ne pouvait pas y croire totalement, ne voulait pas céder à un fantasme qui diminuerait la sauvagerie de l'éléphante. Et pourtant, quand le bébé levait la tête et pointait, sa trompe droit sur lui à travers la vitre, un petit nuage de buée embuant le verre. Un instant, il levait inconsciemment la main, posant sa paume à l'endroit correspondant. Il restait ainsi 3 battements de cœur, puis le bébé pivotait, galopait maladroitement vers sa mère et enfouissait la tête sous son ventre. La vie continua. La saison sèche s'approfondit, puis se brisa avec les premières vraies pluies. L'herbe verdit presque du jour au lendemain, toute la réserve passant du brun poussiéreux au vert vibrant. Les petits, de toutes espèces, allongeaient leurs pattes. Les prédateurs maigrissaient dans les périodes de disette, puis s'arrondissaient quand les pluies ramenaient les nouveaux herbivores. Les années s'accumulèrent doucement, marquées non par les anniversaires, mais par la montée et la descente des points d'eau et la croissance de l'éléphanteau de Thérèse. Elle devint juvénile, puis adolescente, en termes d'éléphant. Une créature dégingandée, aux pieds trop grands dont les défenses
pointaient à peine de leurs gaines. C'était une femelle, comme le premier petit de Thérèse, et elle montrait la même veine d'audace, mais plus douce, plus contemplative. Les jeunes rangers la surnommèrent Luce, celle qui apporte la lumière. Ils le disaient à moitié, pour rire, mais avec affection. Quand les cheveux d'Elia furent plus blancs que gris, et que ses patrouilles furent devenues plus courtes, Luce était presque aussi haute que l'épaule de sa mère. Elle marchait avec un léger balancement distinctif, comme si une musique passait dans le sol sous ses pieds et qu'elle seule pouvait l'entendre. Et elle n'oublia jamais, jamais les véhicules, ni les silhouettes humaines à l'intérieur, jamais Ellie. Les soirs où il sortait une dernière fois, juste pour voir le soleil saigner feu sur les falaises et entendre les engoulevents commencer leur chant, il trouvait souvent le troupeau près de la vallée ouest, broutant calmement. Si Luce était là, elle apparaissait tôt ou tard au bord, s'éloignant des autres jusqu'à se tenir plus en vue. Elle n'approchait pas toujours. Parfois elle restait simplement là, face à lui, oreilles détendues, trompe pendante, dans une immobilité partagée qui ressemblait à un salut. Quand elle s'approchait, c'était toujours avec mesure, sans jamais franchir trop loin la ligne invisible qui séparait leur monde. Pourtant, par moments, quand l'air était particulièrement doux et son cœur particulièrement ouvert, elle marchait droit jusqu'à l'avant de son véhicule garé, levait sa trompe et en posait délicatement le bout contre la vitre, juste sur sa poitrine. La première fois qu'un des nouveaux rangers vit cela, il jura à voix basse et attrapa son appareil photo, main tremblante d'empressement. L'objectif trembla légèrement, tandis qu'il essayait de saisir à la fois l'éléphante et l'expression calme et stupéfaite sur le visage du vieux ranger. Ellie rit plus tard dans la salle commune, écartant leurs questions émerveillées. « Elle est juste curieuse, dit-il. Ne faites pas plus gros que ça. » Mais plus tard, cette nuit-là, assis seul sur le marchepied de sa petite maison, il posa sa propre main sur sa poitrine, là où la trompe du bébé avait reposé des années plus tôt et où le toucher de Luce semblait encore résonner. Il renversa la tête, regardant le grand bol d'étoiles, et laissa le poids de tout cela reposer avec lui. Les naissances, les morts, les petits miracles qui se produisaient dans l'espace entre des années plus tard. Quand Ellie accepta, enfin, de prendre sa retraite à temps plein et de laisser les jeunes rangers assurer les patrouilles quotidiennes, ils organisèrent une petite sortie d'adieu. Ce n'était pas son style. Il détestait les cérémonies, mais ils insistèrent, et il céda, à condition qu'il n'y ait pas de discours de plus de 30 secondes. Ils sortirent en 2 véhicules, lumière de fin d'après-midi tournant le monde en miel. Appareil photo prêt, jumelles pendantes. Quelqu'un avait apporté un thermos de café et un sac de biscottes. Ils n'espéraient rien voir de particulier. Ce n'était pas le but, mais la réserve avait sa façon d'arranger ses propres fins. Dans la vallée ouest, près du point d'eau, où Thérèse avait autrefois lutté pour mettre Luce au monde, le troupeau attendait. Ils n'étaient pas en formation parfaite, ce n'était pas ce genre d'histoire. Ils faisaient ce que font toujours les éléphants, manger, se déplacer, gronder doucement, les petits se chamaillant et corrigés tendrement par les adultes. La vie, en somme. Mais quand les véhicules apparurent et se garèrent à distance respectueuse, quelque chose de subtil changea. Les têtes se levèrent, les trompes se dressèrent, l'air vibra d'un cœur bas. Et puis Luce s'avança, elle était adulte désormais, corps large et puissant, défense s'élançant gracieusement de son visage en arc lisse.
l'encoche à l'oreille de Thérèse, les cicatrices sur sa patte, et les silhouettes familières des tantes et cousines autour encadraient la scène d'une histoire que seule la mémoire d'Ellie contenait entièrement. Luce marcha lentement vers le véhicule de tête, où Ellie était assis, côté passager, casquette rabattue contre le soleil, essayant sans succès de faire comme si c'était une sortie ordinaire. Les jeunes rangers se turent. Les appareils photos furent levés, puis baissés, comme s'ils comprenaient d'instinct que réduire cela à des pixels risquait de le manquer d'une certaine façon importante. Elle s'arrêta d'abord, à quelques mètres, scrutant les humains, son regard s'attardant sur chaque visage. Puis, comme quand elle était bébé, elle avança encore, un pas, un autre. Le bout de sa trompe toucha le pare-choc, puis la calandre. Elle s'arrêta là, sentant le métal, la chaleur, l'odeur familière d'huile et de poussière. La main d'Ellie se crispa sur la poignée de porte. Il sentit chaque année dans ses os à cet instant, et chaque moment de sa vie, ici se resserrer en un fil unique et fragile. Luce leva la trompe plus haut, jusqu'à rencontrer le pare-brise. Le verre lui renvoyait le ciel et sa propre forme, mais elle insista, cherchant le cœur derrière. D'un mouvement doux et délibéré, elle posa la trompe juste sur la poitrine d'Ellie. Cette fois, il n'y avait ni naissance, ni sang, ni grondements affolés. Il n'y avait qu'un silence profond et vibrant, plein de toutes les choses non dites qui passent entre espèces, quand l'une a passé sa vie à essayer de protéger l'autre. Les yeux d'Ellie se fermèrent, non de peur, mais comme dans une révérence. Sa main se leva d'elle-même et se posa contre la vitre de son côté, miroir de son toucher autant qu'il le pouvait. Pendant quelques lentes et généreuses pulsations, leurs rythmes se superposèrent, le cœur du vieil homme, abîmé mais toujours solide, et le pouls lent et régulier de l'éléphante, vibrant à travers la peau, tendre et sensible de sa trompe. Tous regardaient, totalement figés. Les jeunes rangers, la vétérinaire qui avait tenu à venir ce jour-là. Même les éléphants derrière Luce semblaient suspendus, oreilles à moitié déployées, grondements retenus dans leur poitrine. Puis elle expira, une bouffée chaude et embuée qui voila la vitre une seconde, et se retira. Elle se retourna, revint vers le troupeau et toucha de sa trompe la patte cicatrisée de Thérèse, comme pour fermer un cercle tracé dans la boue de cette vallée des années auparavant. Plus tard, au camp, on discuterait de ce que cela signifiait. Certains diraient que c'était juste un comportement appris, que Luce s'associait le véhicule à d'étranges sensations très anciennes de naissance, et à la présence d'humains qui avaient été là au moment où elle était entrée dans le monde. D'autres diraient que les éléphants sont simplement curieux, et qu'elle aurait touché n'importe quel véhicule ce jour-là. Mais ceux qui avaient été présents, qui avaient entendu le silence particulier qui était tombé quand cette trompe avait rencontré cette vitre, qui avaient vu la lumière dans les yeux d'Ellie et l'immobilité détendue de Luce, ne prirent pas la peine de discuter. Pour eux, c'était plus simple que la science et plus complexe que la superstition. C'était un de ces rares moments où la ligne entre nous et eux s'effaçait et où quelque chose comme une reconnaissance entrait tranquillement dans l'espace. Entre Ellie ne prétendit jamais rien de grandiose. Quand on lui demandait, à propos de ce jour, de la naissance, du bébé qui avait marché vers lui avant de marcher vers le monde, il haussait les épaules et disait « Peut-être qu'elle suivait juste une odeur. Peut-être que mon cœur battait le plus fort dans la pièce. » Mais parfois, les soirs, assis seul avec sa tasse de thé à écouter le grondement lointain des éléphants filtré dans l'obscurité,
Il posait légèrement sa paume sur sa poitrine, à l'endroit où il se souvenait encore du poids de cette première petite trompe. Et il pensait aux yeux de Thérèse dans la vallée, au cercle du troupeau autour d'eux, à un nouveau-né qui avait choisi de toucher un cœur humain dès le tout premier instant de sa vie, et à une éléphante adulte qu'il avait fait à nouveau au moment où la sienne semblait se refermer. Là-bas, dans la réserve, où la terre continuait de rouler, et où les cycles de vie et de mort poursuivaient leur grâce indifférente, Luce avançait avec sa famille, traversant les rivières, stationnant à l'ombre des falaises, se roulant dans la poussière rouge au coucher du soleil. Elle aurait un jour ses propres petits, et ils apprendraient les chemins que leurs mères avant elles avaient foulés. Peut-être quand ils passeraient dans une certaine vallée, avec une mare peu profonde, et un bouquet d'acacias sur la pente, ferait-elle une pause, trompe levée, comme se souvenant de quelque chose qui s'était passé là il y a très longtemps. Et peut-être, juste peut-être, dans cette pause, il y aurait le plus léger écho d'un battement de cœur qui n'était pas le sien, et d'un vieux rangé tranquille qui avait autrefois agenouillé dans la boue de cette même vallée, retenant son souffle tandis que la vie et la mort se disputaient un petit qui avait choisi, dès la première occasion, de tendre la trompe en retour et de le toucher.